Vous croyez qu'il y a l'espoir, comme vous avez parlé que nous avons passé trop de temps à utiliser ces médias qui montrent ce qui ne va pas, et puis nous avons l'expérience que ça vend, que ça rapporte. Est-ce que maintenant, si nous commençons les médias de montrer ce qui va, qu'on peut prendre comme exemple, ça peut aussi rapporter. Donc, il y a l'espoir qu'on peut adopter ces lignes éditoriales, que ça peut marcher. Il y a l'espoir? Oui, il y a l'espoir. Il y a l'espoir parce que si les journalistes actuels ne changent pas leur façon de travailler, ils seront changés par les conditions de vie, disons par le rythme du monde, je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux, nous avons le numérique, où tout le monde devient informateur. J'évite de dire qu'ils sont journalistes. Tout le monde peut donner l'information sans aucune barrière. Tout le monde peut recevoir toutes les informations qu'il cherche. Donc, on est obligé de changer. L'espoir qu'il y a, c'est que, alors, comment dire, il va y avoir, comment dire, une guerre de contenu média. Une guerre de contenu média, c'est-à-dire celui qui a un bon contenu, qui a un contenu bien creusé, comme on dit, qui a un contenu bien documenté, il va avoir le dessus sur les autres. Est-ce que ce contenu bien positif va attirer l'audience? Si, ça attire l'audience. Voilà, justement, c'est ça. Il y a des gens qui ont commencé les YouTube télévision, sur YouTube, les chaînes de télévision YouTube qui ont dû fermer parce qu'ils ont commencé avec le contenu, comment dire, sensationnel. Comment on dit, de ce qui ne va pas, mais finalement les gens en ont marre, ils ont dit non, on ne gagne rien, et voilà, ils perdent l'audience. Donc des gens ils vont aimer ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent écouter, ce qui les apprend à changer les conditions de vie, ce qui les apprend à, comment dire, de nouvelles technologies, de nouvelles techniques. Je pense qu'il y a de l'espoir. Ah, ça c'est bien. Monsieur Alfred, j'aimerais que vous nous parliez maintenant au niveau de l'Afrique. Vous avez vécu longtemps en Égypte, vous avez vécu dans ces pays arabes. Moi aussi j'y ai été, j'ai vu comment leurs médias sont un peu bien développés. Est-ce qu'au moins eux, ils ont atteint ce niveau de choisir, de montrer le côté positif ou... Je crois qu'au niveau de l'Égypte, eux, ils sont bien avancés. Bon, ils sont aussi, vous savez, quand vous êtes en Égypte, c'est les Arabes. Ouais. Oui. Et le patriotisme des Arabes, tout le monde le sait, ils sont patriotes. Même s'ils ne sont pas d'accord sur certains thèmes, bon, ils se revendiquent beaucoup plus arabes qu'africains. Ils nous disaient, est-ce que vous venez de l'Afrique? Moi, ça me blesse pas. Moi, de mon côté, ça ne me blesse pas parce que c'est l'histoire, ils savent que l'Afrique n'est pas leur continent, ils le savent. Donc c'est pourquoi ils se revendiquent arabes. Il faut les laisser à ce niveau. Mais la communication... surtout dans la plupart dans le Moyen-Orient en général, c'est une communication patriotique. Ils défendent leur pays, les images sales, ils essaient de camoufler. Et même si quelque part ils ne sont pas d'accord, mais ils communiquent avec une certaine façon sage pour transmettre le message à leurs autorités. Et puis, je crois que ils sont quand même en avance par rapport à la communication sur le plan du continent africain. Est-ce que c'est leur gouvernement qui ont injecté de l'argent dedans ou ce sont les investisseurs? Quelque part, le gouvernement accompagne aussi les médias. Ils accompagnent, ils injectent des fonds pour appuyer les médias. Et ça se fait en Égypte et dans la plupart des pays arabes. Mais ici en Afrique, bon, je crois que les États le font, mais bon, à un pourcentage trop minime. Donc, alors,
Quel est notre chemin de l'espoir? Nous sommes dans un continent berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est un grand continent, il y a beaucoup de ressources, nous avons tout. Et la communication, bon, le journaliste doit être beaucoup plus responsable dans la communication parce que nous avons un public, nous avons une masse qui évolue et qui est vraiment exigeant dans le domaine de la communication. Comme tout à l'heure, mon collègue disait que la masse va influencer sur le travail des journalistes parce que la masse aussi communique. Donc, nous avons affaire à une masse africaine qui est vigilante et qui surveille les informations. Donc, si il y a des journalistes qui ne travaillent pas bien, ils ne seront pas suivis par ces publics. C'est tout. C'est très simple. Donc, nous n'avons pas de choix que de changer des lignes éditoriales? Non, on ne peut pas changer la ligne, mais le faire bien. Voilà. Faire dans le bon sens et avec un amour. Je pense que les lignes éditoriales sont bien faites. Ils sont, comment dire, ce sont de bonnes lignes éditoriales. Le problème, c'est la pratique. C'est la pratique. Parce que là, si on dit on va informer le public pour changer d'une façon de vivre. Quand on entre dans la pratique, on commence à montrer ce qui ne va pas seulement. Ce n'est pas ça qui fait changer. Il faut encourager les gens à changer. Bon, je voudrais aussi parler par rapport, surtout au niveau de notre continent. On a eu une masse africaine qui veut consommer de l'information. Ah oui. Et la plupart des journalistes passent leur temps à communiquer sur le côté négatif des choses. Alors que nous sommes là aussi pour pousser nos gouvernements aussi à porter des initiatives de développement vers l'avant. Mais il y a un petit problème au niveau de la communication. Pourquoi je dis ça? Parce que ces journalistes, qu'est-ce qu'il faut? Quand ils communiquent pour agresser. Ils n'ont pas pour développer. S'il y a, nous avons beaucoup de pays en Afrique qui sont en train de faire des progrès dans le domaine du développement, au lieu de parler de ces pays, pour pouvoir pousser les autres pays à faire comme ces pays qui donnent des exemples. Mais ça sera une bonne chose. Mais ils ne le font pas. Par exemple, nous avons notre Union africaine. Oui. Nous avons le projet de passeport panafricain. Jusqu'à nos jours, nous sommes à 13 pays qui ont ratifié. Mais où sont les autres pays? Il ne reste que 2 pour que l'Union africaine puisse donner l'ordre à ces pays qui ont ratifié d'imprimer le passeport. Mais jusqu'à là, sur 55 États, nous n'arrivons pas à faire quelque chose de concret. Et au niveau de la circulation et visa-free, nous avons aussi les 5 pays. Moi, je les félicite vraiment. Le Rwanda, le Kenya, je crois que les Seychelles et le Bénin et la Gambie. Les 5 pays sur 55 États, nous avons seulement 5 pays qui autorisent les Africains de voyager dans ces pays sans visa. Prendre l'avion et débarquer. Ça, c'est du progrès. Mais est-ce que vous croyez que d'autres pays qui ne font pas ça, c'est la manque d'information ou c'est quoi? Ils sont bien informés. Ce n'est pas une question de manque d'information. C'est une question de responsabilité et une question de patriotisme pour leur pays et pour le continent africain. Ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas se décoloniser. Oui, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se décoloniser. Ils sont toujours à la solde de l'extérieur. C'est ce que moi je peux dire. Parce qu'il est inadmissible que sur 55 États, on n'arrive même pas à atteindre le quota minimum qui est le 15. 15 États minimum pour pouvoir déclencher un processus d'impression de passeport. Pour les Africains. Et ça va aider beaucoup à des Africains qui cherchent à voyager. Oui. Voilà.
Tu vois, c'est ça, ce fait de visa, par exemple, c'est vraiment une grande barrière au développement des Africains, des jeunes, surtout des jeunes. Parce que là, si on, par exemple, un jeune Rwandais pour aller en Zambie, il faut lui demander un visa, il préfère aussi traverser la Méditerranée pour mourir en Europe. Je pense que nos dirigeants, surtout en paradis panafricanisme, il faut que nos dirigeants reviennent, comment dire, à l'idée originale de cette unité africaine. Cette unité africaine, pour qu'ils puissent comprendre que l'Africain doit se sentir à l'aise en Afrique, doit entrer partout où il veut en Afrique. C'est ça, le Free Movement, ça devra aussi encourager le développement économique des pays, ou surtout de nos populations africaines. En tout cas, merci beaucoup. Pour récapituler, si j'ai bien compris, il y a 4 points que j'ai tirés, que j'aimerais partager. Nous avons parlé des médias patriotiques. Ouais, oui, les médias patriotiques. Qui se focalisent sur les exemples positifs. Aussi un message pour les États qui devraient aussi injecter de l'argent dans la communication, accompagner les médias. Surtout aussi, les médias qui communiquent bien. C'est une obligation. Aussi les médias qui soient responsables pour pouvoir aussi responsabiliser les gouvernements. Ce soir, je suis avec Monsieur Albert Baudouin-Tuizeimana. C'est un expert des médias. J'aimerais vous dire que il est déjà. Bah oui, parce que il a l'expérience de plus d'un quart de siècle dans les médias du Rwanda. Et puis, c'est aussi un membre du mouvement panafricain. Donc, il a beaucoup à nous apprendre ce soir. J'aimerais aussi mentionner qu'il est le coordinateur national de l'organisation non gouvernementale Pax Presse. C'est une organisation qui a pour mission de professionnaliser les journalistes. Tout ce que je sais, c'est que ils œuvrent, donc c'est le journalisme pour la paix. Il va nous en parler plus. Bienvenue, cher Albert. Merci, chère Jeanne. Merci d'avoir bien répondu à notre invitation. J'ai appris que vous étiez dans les célébrations. Oui, on célèbre partout, même si on peut faire la célébration de la journée. C'est comme ça que nous allons célébrer. Nous sommes aussi avec mon collègue Alfred. Lui, c'est pas la première fois sur le plateau. Je voulais aussi mentionner que c'est un partenaire dans cette émission Leadership d'Impact, parce que nous œuvrons ensemble pour vous amener cette émission bien informée, bien avec l'information de partout. Bienvenue, merci, cher Alfred. Vous aussi, je sais que vous êtes un grand analyste et puis panafricain aussi. Oui, je le suis. D'accord. Lui aussi, il a une maison des médias. C'est comme ça que je peux le mentionner, parce que c'est un journal, une télévision, et puis aussi c'est un grand analyste. Et comme vous l'avez déjà constaté, si ce n'est pas la première fois que vous suivez Leadership d'Impact, je vous rappelle aussi que vous aussi, vous aurez le temps et l'occasion de participer dans cette émission, parce que c'est votre émission. Comme nous le disons toujours, il faut prendre des stylos et des carnets pour mieux noter. Mais si vous avez aussi vos idées, vos commentaires à donner, vous pouvez toujours utiliser soit la ligne téléphonique de Isango Star. Vous pouvez aussi donner vos commentaires sur, si vous nous suivez à partir de YouTube, vous pouvez écrire
vos commentaires. Vous pouvez aussi utiliser ce numéro de Isango pour envoyer les messages WhatsApp parce que ça nous arrive. Vous pouvez aussi utiliser les médias sociaux où nous avons publié ce thème d'aujourd'hui. Donc, soyez les bienvenus. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Leadership d'Impact en direct sur la télévision à partir juste de chez vous sur Canal+, c'est la chaîne 386 et puis sur StarTimes, c'est la chaîne 108 aussi sur YouTube comme je l'avais mentionné. Alors bienvenue, je n'aimerais pas traîner parce que on doit commencer à puiser l'information. Nous avons besoin de savoir, c'est une question que beaucoup de gens se posent, je l'avais même mentionné avant, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'image de l'Afrique? C'est comme si les images que nous voyons étaient biaisées, c'est pourquoi? À qui posez-vous la question? À vous, monsieur Albert. Peut-être on ne peut pas dire que on ne voit pas l'image de l'Afrique dans les médias, mais on voit une mauvaise image de l'Afrique dans les médias. Oui. La mauvaise image de l'Afrique est visible partout dans les médias. La question est de savoir pourquoi. Je pense qu'il y a, comment dire, il y a un background à ce problème. C'est parce que le journalisme que nous avons étudié, que nous avons pratiqué depuis longtemps, c'est le journalisme qui montre ce qui ne va pas. C'est le journalisme qui montre les bidonvilles, le journalisme qui montre la famine, les meurtres, les guerres. Il paraît que c'était ça l'information qui attire. Et pourtant, c'est l'information qui choque. Mais tant qu'on y est, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces images en Amérique, en Europe? Est-ce que ce mauvais côté n'y est pas? S'il y en a, ils en ont aussi chez eux. Mais nos professeurs des universités que nous avons eus dans le journalisme, les facultés de journalisme, même l'adage que nous avons, l'adage bien connu dans le journalisme, on dit si le chien... si les chiens mangent une personne. C'est pas une information. L'information, c'est quand une personne mange un chien. Donc, c'est ça. C'est pour montrer justement ce qui ne va pas, ce qui est mal, ce qui est mauvais. Et pourtant, il y a de mauvaises, de bonnes initiatives qu'on peut aussi montrer. Il y a des bonnes actions qu'on peut montrer. Il y a des réussites qu'on peut montrer. Mais nous avons appris au journalisme de montrer justement les échecs, le mauvais côté, si vous voulez. Donc c'est ça qui a causé pour moi ce fait de montrer toujours la mauvaise image de l'Afrique. Parce que là, je vois souvent des journalistes étrangers, surtout occidentaux, qui viennent ici. Et très peu vont faire les photos de Kigali Convention, mais ils vont ici dans les Diogo, ils vont là-bas dans les bidonvilles pour montrer voilà, les saletés, pour montrer les caniveaux qui ne coulent pas. C'est le problème. Mais justement, heureusement pour vous, que vous faites ce clic-là pour que nous puissions, nous journalistes rwandais, de l'Afrique, changer la donne, comme on dit, et puis voir qu'est-ce que notre audience a besoin de quoi, qu'est-ce qu'il veut voir, qu'est-ce qu'il veut lire, qu'est-ce qu'il veut écouter. Voilà, je pense que maintenant il est temps aussi de changer les formations que nous donnons qui puissent aujourd'hui, si vous acceptez que je parle de mon organisation Pax Press, nous avons quelques principes qui nous guident. Là, le premier principe, c'est dire sans nuire. Dire sans nuire, c'est-à-dire le jeu, ce n'est pas là pour nuire la société, pour nuire aux oreilles, pour nuire aux yeux. Notre principe, c'est montrer sans choquer. Nous avons vu toujours des images qui choquent. Quand je parle comme Rwandais, en tant que Rwandais, et je parle des images, quand on parle du Rwanda, on nous montre que des images de génocide, des gens qui s'entretuent, le sang qui coule. Très peu ont montré les gens qui sauvent les autres.
Trop peu de reportages ont montré, par exemple, les militaires du FPR en train de porter les blessés tout en ayant le fusil pour combattre les ménétriers. Voilà, donc c'est ça. Il faut que les gens aujourd'hui puissent comprendre qu'il faut montrer sans choquer. Il faut montrer sans choquer, puisque notre audience, comment dire, nos lecteurs, nos auditeurs n'ont pas besoin d'écouter ce qu'ils ne voient pas, seulement n'ont pas besoin de voir le sang qui coule, mais les gens qui sauvent. Donc je pense que c'est aussi dans Pax Express, nous disons informer sans décourager. Informer sans décourager, c'est-à-dire donner l'information qui puisse attirer les gens à changer du négatif au positif. Comment dire, à sortir du mauvais côté pour entrer dans le bon côté. Donc c'est ça le journalisme qu'il faut et c'est ça que je prône aujourd'hui comme journaliste, je dirais moderne pour justement montrer que l'information toujours qui choque, c'est pas ça ça ne nous a pas aidé, ça n'a pas aidé à notre société à changer, mais il faut ce qu'on nous appelle aujourd'hui solution de journalisme, c'est-à-dire le journalisme qui puisse aider les gens à trouver des solutions, à trouver des solutions aux problèmes. Puisque le journalisme que nous avons eu, c'est le jeu qui montre des problèmes seulement, sans toutefois aussi proposer des solutions ou donner les gens l'espace pour qu'ils proposent des solutions. Ouais. Merci beaucoup. Mais en parlant d'où vient le problème, en disant que ça date d'il y a longtemps, ça me ramène à une autre question que j'aimerais poser à Monsieur Alfred. Maintenant, nous changeons. Nous avons étudié le journalisme, c'est vrai, le journalisme qui date d'il y a 20 ans, ce n'est pas le journalisme que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est même plus seulement avec le journalisme qu'on obtient l'information. C'est pour cela que nous avons parlé des médias, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent l'information, qui ne sont même pas les professionnels, qui ne sont pas les journalistes, et qui ont introduit d'autres moyens de communiquer et de donner l'information. Mais pourquoi est-ce que ces gens aussi, on ne voit pas leur impact? Pourquoi est-ce que, d'où est-ce qu'eux aussi ont tiré, comment dirais-je, cette façon de montrer toujours le mauvais côté? Est-ce que c'est à cause de ces journalistes, c'est à cause de ceux qui voyaient dans les médias d'avant? Pourquoi est-ce qu'eux ne peuvent pas introduire quelque chose de nouveau? Merci de m'avoir donné la parole. Ce que je peux dire aujourd'hui, surtout en Afrique, nous avons l'ère des réseaux sociaux. Et c'est ce qui a beaucoup révolutionné le milieu de la communication en Afrique. Et avec aussi l'arrivée des panafricains qui ont aussi contribué, parce que nous avons des panafricains engagés et qui ont beaucoup travaillé pour l'Afrique et qui ont beaucoup contribué. Par là, vous voulez dire les politiciens ou juste les non, individus? Quand je parle des panafricains, je voudrais parler des activistes panafricains engagés. Parce qu'il y a beaucoup de panafricains, mais il y a ceux qui sont engagés, il y a ceux qui sont aussi dans le domaine de la politique. Donc, vous savez, la masse africaine, grâce à ce travail qu'ils ont accompli, ils ont réussi à unir le peuple africain. Voilà, dans le domaine de la communication. Donc, sur les réseaux sociaux, malgré que dans certains pays, même s'ils ne parviennent pas à avoir la connexion, les autres pays peuvent avoir accès à l'information et communiquer. Et leur communication contribue au développement et contribue à l'information du citoyen africain. Et il y a aussi le côté des médias traditionnels que je voudrais bien noter. Les médias de l'ancienne époque, c'est-à-dire des années 60, certains médias veulent toujours rester dans leur logique traditionnelle de communiquer les informations, critiquer sans toutefois proposer la solution. Alors que il doit penser aussi que il y a aussi les réseaux sociaux, la communication de masse. Donc,
s'ils ne communiquent pas bien, il y a la masse qui est là, qui communique aussi. Donc, la communication de la masse vient affaiblir leur production. Parce qu'ils ne produisent pas comme il le faut. Et là, la masse africaine prend le relais. Et quand vous essayez de voir au niveau des réseaux sociaux, la masse africaine et surtout les panafricains publient plus que les médias, oui, que les journalistes, que je voudrais dire. Ils portraient cette image, cette belle image de l'Afrique. Donc, ils sont en train de porter l'image de l'Afrique et il y a aussi un sentiment de retour à la source qu'ils ont. Et là, moi, j'encourage ça. Et c'est ça le bon côté. Mais pourquoi est-ce que nous voyons souvent, nous voyons toujours ce problème des immigrants, nous voyons ce problème surtout des jeunes qui se sacrifient presque pour quitter l'Afrique, qu'on voit qu'ils sont vraiment dégoûtés. Et souvent, je ne sais pas si c'est vraiment à cause de ce qu'ils ont vécu ou de l'image qu'ils ont de l'Afrique, parce que je ne sais pas si parmi ces migrations, il y a les Africains qui viennent des pays pauvres de l'Afrique pour aller dans les pays au moins en voie de développement encore de l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce genre des mouvements si cette image est bien montrée dans les médias? Bon, je crois qu'il y a des médias qui montrent quand même ces images, mais pas assez. Mais je crois que du côté des médias européens, et je vois qu'ils montrent beaucoup plus les images de ces Africains qui traversent la mer Méditerranée pour aller en Europe à la recherche d'une vie meilleure. Vous savez, ce qui pousse ces jeunes, c'est que ces jeunes, vous savez, quand on est jeune, on a des ambitions. On a des ambitions, on a des projets. Et quand on se sent dans un pays où il y a des conflits de temps en temps, il n'y a pas de programme éducatif bien solide, ou bien il n'y a pas d'initiatives pour accompagner les jeunes dans leurs projets et tout ça, les jeunes sont obligés de choisir un autre pays pour aller et puis se chercher. C'est ça. Je pense, si vous me permettez, Jeanne, je crois que nous n'avons pas dit que l'Afrique est angélique et est un paradis. Nos jeunes quittent l'Afrique parce que justement, ils vivent mal. C'est vrai qu'il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes d'économie, il y a des problèmes d'éducation. En Afrique, il y en a. Nous n'avons pas dit que ce que les médias occidentaux montrent n'est pas visible en Afrique. Les problèmes qu'ils montrent, on les retrouve en Afrique. On les retrouve en Afrique. Mais ce que moi, en tant qu'Européen, je condamne, c'est qu'ils ne montrent que ça. Ah oui. Ils ne montrent que ça. Ils ne montrent que ce qu'ils ne voient pas. Ils montrent, mais les guerres, il y en a, la pauvreté, il y en a, les mauvaises gouvernances, il y en a, oui. Mais il y a aussi d'autres initiatives qui puissent aussi inspirer à nos jeunes de rester, qui puissent inspirer à nos jeunes de changer de situation qu'ils vivent. Au lieu de courir et quitter pour aller en Europe. Ouais. Donc, c'est leur vécu, c'est pas grâce aux médias c'est pas du tout grâce aux médias, mais les médias peuvent... Justement, les médias ne montrent que chez eux, chez nous ou chez eux en Afrique, ça ne va pas, mais qu'en Europe, c'est le paradis, qu'en Europe ou en Amérique, c'est... Donc, voilà, ils montrent l'enfer et le ciel, ceux qui vivent, ceux qui ont la capacité, alors que ça peut être le contraire. Mais avant d'entrer ici au plateau, il y a quelque chose que nous avions parlé en discutant quand je vous disais pourquoi les médias sont un peu comme biaisés. Vous m'avez posé une question en disant à qui appartiennent ces médias. Ouais. Est-ce que ça aussi, ça peut être un grand problème qu'il n'y a pas des propriétaires des grands médias africains ou disons panafricains? Je pense que le grand problème, justement, c'est les propriétaires des médias ou les investisseurs, comme on les appelle. Au départ, nous, ici en Afrique, au Rwanda même,
on démarre un média sur un modèle des médias que nous avons en Europe, en Amérique. On veut faire un média comme Al Jazeera. On ne veut pas faire un média comme un média rwandais. Il y avait un ami qui aimait suivre une émission, à TV5 Monde, une émission qui parlait de l'Afrique, mais il le suivait à TV5 Monde. Voilà. Le TV5 Monde, c'est à Paris, mais au Québec, mais il parle de l'Afrique. Quand il fait un documentaire sur un mouré rwandais, un mouré traditionnel, Uruskyo et Ingasire, et quand le documentaire est fait par est diffusé par TV5 Monde, il le suit avec intérêt. On le suit avec intérêt. Et pourtant, Uruskyo et Ingasire, des monnaies traditionnelles rwandais, si le documentaire est publié par Isango Star ou TV10 ou TV1, on dira non, c'est rwandais, vous voyez, tu vois. Parce qu'on est habitué à voir la chaîne, le plateau du TV5 Monde, tu vois. Voilà, donc il faut, je disais, j'aime souvent dire, il faut nous décoloniser aussi dans le contenu des médias que nous voulons. Dans le contenu des médias que nous voulons. Parce que là, si j'aime souvent comparer les trucs là. Il y a les images que nous donnons dans les groupes WhatsApp, les réseaux sociaux. Quand il y a un cas qui m'a frappé, il y a un petit garçon là qui imite les journalistes à animer le match de football. Ah oui. Et un petit garçon de la campagne, de la campagne, il n'a que 9 ans, mais il connaît tous les joueurs de la paire, tous les joueurs de Rayon Sport, tous les joueurs de Manchester United, tout. Voilà. Mais quand ce garçon-là, il imite les journalistes, le clip a circulé dans beaucoup de réseaux sociaux et tout le monde apprécié. Il y a même les journalistes qui en ont fait, comment dire, des articles. Ça montre que son contenu du Rwanda, de la pire campagne au Rwanda, ça intéresse les Rwandais. Ça peut intéresser le Rwandais. Donc c'est à nous, journalistes, de changer et voir le contenu que nous voulons donner aux Rwandais ou à l'Afrique en soi. Maintenant, j'aimerais je voudrais parler par rapport à l'indépendance des médias. Oui, c'est voilà, ça. Ça. Il avait légèrement souligné la décolonisation des médias. Est-ce possible? Ça touche directement à l'indépendance des médias. Tout à fait. Parce que si aujourd'hui en Afrique nous n'avons pas assez de médias indépendants, c'est parce que quelque part il y a des problèmes de financement. Oui, c'est ça. Et aussi, quand on parle de financement ici, nous voulons aussi parler de ces médias qui communiquent pour le développement des pays. Et quelque part, nos États doivent mettre des fonds pour accompagner les médias qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir contrôler leurs médias, et surtout les médias qui communiquent bien, qui respectent la déontologie du journalisme. Dans ce sens, les États devaient les encourager. Mais en Afrique, quand on essaie de voir, dans la plupart des cas, il n'y a pas assez, c'est-à-dire les États n'injectent pas assez de moyens dans la communication. Et là, on va se retrouver avec un média ou bien avec des journalistes de paillasson, parce que quelque part, ils seront là, ils sont des journalistes, et il suffit seulement qu'on leur donne quelques billets, ils écrivent sans toutefois même avoir des sources d'information. Et ça ne contribue pas au développement de l'Afrique. Ça ramène l'Afrique vers l'arrière. C'est pourquoi, c'est-à-dire, nos États doivent d'abord, la priorité des choses, ils doivent d'abord chercher à comprendre les sources de financement des médias. Ils doivent le savoir. Oui, parce que il y a des médias africains qui sont financés par des puissances extérieures. Est-ce que ça serait pas nuire à leur liberté? C'est ce qui nuit. Essayer de les contrôler? Oui, cela nuit gravement. Je ne pense pas. Parce que ceux qui financent contrôlent le média qui finance. Et ils donnent une ligne éditoriale. Oui, voilà, c'est grave. Même s'il y a une ligne éditoriale quelque part bien déterminée, comme ils financent, ils dictent. Et quand l'étranger dicte,
c'est pour leurs intérêts et non pour nos intérêts. Je pense que si vous parlez des médias dans l'Afrique, vous m'excusez, Jeanne, quand je parle des médias, je suis très excité. Je pense que, comme le dit mon collègue et mon ami Alfred, je reviens toujours sur le mot décoloniser. Le mot décoloniser, pour moi, ceci, ça renforce ce que j'aime appeler la confiance entre soit professionnels des médias, journalistes et décideurs politiques, puisque souvent nous voyons nos dirigeants africains, je mets au pluriel, nos dirigeants africains, ils répondent très vite aux médias occidentaux. Oui. Je vois quand un ministre africain va en Europe, ils sont invités, ils répondent facilement aux invitations dans RFI, dans BBC Afrique, tout ça. Mais quand, par exemple, je pense, même ici à Kigali, il sera facile et difficile à Isango Star d'inviter un ministre pour venir ici. Il faut lui demander au moins un mois, voilà, montrer comment il vient pour faire sa communication. Mais si nos dirigeants aussi, ils doivent avoir confiance en nous, médias locaux, puisque nous véhiculons le message. Nous véhiculons le message de l'autorité, nous véhiculons le message de la politique, des lois, tout ça. C'est l'éducation civique. Nous contribuons beaucoup plus à, à la gouvernance au niveau des pays. Mais est-ce que ce ne serait pas par nous de commencer par leur inspirer cette confiance que nous voulons? Bien sûr. Parce que nous avons depuis longtemps fait circuler l'information. Si par exemple, un leader nous donne l'interview, on ne regarde que ses côtés négatifs, on ne cherche qu'à le coincer. Et là, si on l'appelle pour l'interview, il dit que non, mais parce qu'il sait que les médias internationaux vont lui faire publier une bonne image, c'est là que bien sûr, je partage totalement votre point de vue, parce que là, c'est d'ailleurs ce que nous avons dit au commencement, il faut que les journalistes reviennent à ce que nous appelons la responsabilité sociale des journalistes. Responsabilité sociale du journaliste, c'est qu'il doit d'abord penser à sa société, l'impact de son article, l'impact de son reportage sur sa société, sur sa famille, sur sa communauté. Et comme ça, il va dire, voilà, ce mot que je vais utiliser est digne. Et ne blesse pas la dignité de ma communauté. Est-ce que l'interview que j'ai faite avec un ministre, est-ce que le message essentiel c'est lequel? Qui puisse construire ma société, ma communauté. Comme ça, ça sera justement la confiance mutuelle entre les deux côtés, les journalistes et les décideurs politiques. Vous alliez dire quelque chose, Monsieur Alfred, est-ce que c'est votre point de vue aussi, ou vous croyez que c'est aux politiciens de commencer par avoir confiance en nous, et comme ça nous allons progresser petit à petit, ou vous croyez aussi que moi je peux dire, d'abord l'initiative doit venir au niveau des journalistes eux-mêmes. Parce que c'est eux, ils sont devenus journalistes par vocation. Parce que quand on est journaliste par vocation, on aime bien faire ce qu'on est en train de faire. Et l'initiative doit venir des journalistes eux-mêmes. Et quand ils vont vers les gouvernements africains, ils vont leur proposer des solutions et des projets qui vont aller dans le sens de développer le continent, ou soit d'aider les populations à recevoir l'information qu'il faut. Et non recevoir les informations des journalistes qui sont à la solde de l'étranger. C'est ça qui n'est pas juste. Ce que je voudrais dire. Il y a un autre point aussi que j'aimerais que vous commenteriez. Des journalistes que je dirais souvent, les journalistes qui ont politique comme ligne éditoriale, deux fois qui cherchent à coincer les leaders, qui cherchent à montrer ce côté de ce qui ne va pas, mais pas pour trouver la solution, mais pour trouver le chemin de l'exil. Nous avons vu plusieurs cas. Albert, vous connaissez bien, je ne veux pas nommer,
Mais il y a dans les années passées, les articles que j'ai vus, les journalistes qui publiaient des choses, mais que tu voyais que ce qu'il fait, c'est comme commencer la guerre pour que si quelqu'un dit qu'est-ce que tu publies là, et qu'il puisse trouver le chemin de l'exil. Et il y a des articles que nous appelons demande de visa. Des articles de demande de visa. J'aimerais avoir votre commentaire sur ça, parce que ça aussi, ça ternit l'image de l'afrique, alors que souvent, il n'y a même pas... Des journalistes en question. Je pense que ça relève du professionnalisme. Du professionnalisme. C'est-à-dire, les journalistes doivent s'efforcer à être beaucoup plus professionnels dans ce qu'il faut. Et professionnalisme, ça veut dire justement responsabilité. Et responsabilité, c'est penser à sa société, à sa communauté, comme je l'ai dit. Produire un article demande de visa ou une émission demande de visa, c'est irresponsable en soi, c'est irresponsable, mais aussi c'est, comment dire, ça nous révèle, nous tous, justement, à renforcer ce professionnalisme. Nos écoles, nos universités qui enseignent aujourd'hui le journalisme devraient beaucoup plus adapter les facultés de journalisme aux besoins de la société, aux besoins de la communauté. Parce que si on continue à dire que il faut montrer ce qui ne va pas seulement, ça ne peut pas aller. Et je pense aussi ce niveau des gens qui écrivent pour nuire seulement. Ah oui. Juste pour le buzz, pour que leur article soit bien lu. C'est des fois aussi, j'aime pas le dire, c'est des fois aussi lié aux conditions de vie des journalistes. Les conditions de vie de nos journalistes, ils ne sont pas, comment dire, ils ne sont pas, ils laissent à désirer, comme on le dit. C'est les journalistes qui sont mal payés. Oui. Il y a une étude qui a été publiée très récemment qu'au moins au Rwanda, plus de 40% des journalistes ont installé de moins de 200 000 francs rwandais, de 200 $ par mois. C'est très petit, c'est très peu. Il faut aussi penser alors à relever le niveau de vie des journalistes pour qu'ils puissent justement être responsables. Mais qui va relever ce niveau de vie? Nous l'avons toujours dit, il y a des investisseurs économiques, il y a des gouvernements. Nos gouvernements devraient aider les journalistes à bien vivre. Parce que je conçois très mal, moi comme Albert, je conçois très mal comment un journaliste qui termine sa licence, son bachelor à l'université, qui sort avec, comment dire, disons, avec un agronome ou un vétérinaire. Un agronome il est engagé par le gouvernement, il a un bon salaire, et puis le journaliste va entrer dans le secteur privé très vite. Il faut chercher dans Isango Star et je n'aurai personne. Voilà, donc je pense que, comme l'a dit mon ami, il faut que nos gouvernements aussi pensent à injecter des fonds ou à supporter financièrement les médias, la société des médias, pour que les praticiens du journalisme puissent aussi espérer à gagner leur vie dans le métier. Oui. Monsieur Alfred, nous avons vu qu'ici au Rwanda, il y a eu ce journalisme, mais c'est pas beaucoup des gens qui font ces choses-là, qui ne sont pas professionnels, mais ce sont des cas qu'on a vus par-ci, par-là. Est-ce que dans d'autres pays africains, c'est la même image ou... Bon, il y a toujours des journalistes qui font pas bien le travail. Ça, il y en a partout. Mais ici au Rwanda, c'est pas exagéré, mais on se demande si avec notre, disons que c'est un cas un peu local et qu'on veut, ici on parle de l'image de l'Afrique, de toute l'Afrique. Est-ce que ce sont des cas qu'on peut dire qui constituent aussi à ce problème de ternir l'image de l'Afrique? Bon, d'abord, la priorité des choses, le journaliste doit se respecter. Même si, dans la plupart des cas, ils vivent dans des situations difficiles, comme le disait le collègue.
C'est la même chose ailleurs aussi? Oui, même ailleurs, voire même en Europe, il y en a, ça existe, il y a des journalistes qui souffrent. Mais ici, il faut essayer de travailler en collaboration avec les autres. Et beaucoup plus intégrer aussi les autres associations de journalistes pour pouvoir échanger avec les autres, pour qu'on puisse acquérir des bonnes expériences et des bonnes idées pour pouvoir vraiment chercher à améliorer sa condition de vie. C'est comme ça que le journaliste devait faire, le journaliste africain surtout. Mais la plupart des cas, il y a des journalistes qui font ce qu'on appelle de la communication d'intimidation. Ils intimident les leaders politiques pour pouvoir les soutirer de l'argent. Et là, c'est pas l'éthique. Ça c'est du terrorisme médiatique, c'est ce que je peux dire. C'est même puni. Oui, et ça devait être puni par la loi. Parce que c'est comme blackmail. Et quand un journaliste se comporte de cette manière, je crois que la justice doit faire son travail. Si la personne ciblée manifeste son mécontentement devant la justice, le journaliste sera jugé par rapport à ses actes. Hein? C'est ce que je voudrais dire. En tout cas, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Leadership d'Impact. Si vous voulez contribuer, vous pouvez utiliser le numéro que vous trouvez sur votre écran de Isango Star. Vous pouvez donc passer un message WhatsApp ou faire un appel direct. Mais si aussi vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez mettre vos commentaires. Mais je vous informe que pour les commentaires de YouTube, on y reviendra plus tard. Donc, ce sera par écrit, ce ne sera pas par parole. Donc, vous pouvez toujours mettre votre commentaire et on les recevra plus tard. Pour ceux qui nous écrivent sur WhatsApp, on va recevoir les messages directs. Et si c'est donc avec l'émission directe, on pourra lire votre message. Mais avant de clôturer, j'aimerais aussi entendre vos messages d'espoir. Est-ce que vous croyez que... donc, je m'adresse à vous, Monsieur Albert. Vous croyez qu'il y a l'espoir, comme vous avez parlé, que nous avons passé trop de temps à utiliser ces médias qui montrent ce qui ne va pas. Et puis nous avons l'expérience que ça vend, que ça rapporte. Est-ce que maintenant, si nous commençons les médias de montrer ce qui va, qu'on peut prendre comme exemple, ça peut aussi rapporter. Donc il y a l'espoir qu'on peut adopter ces lignes éditoriales, que ça peut marcher. Il y a l'espoir? Oui, il y a l'espoir. Il y a l'espoir parce que si les journalistes actuels ne changent pas leur façon de travailler, ils seront changés par les conditions de vie, disons par le rythme du monde, je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux, nous avons le numérique, où tout le monde devient informateur. J'évite de dire qu'ils sont journalistes. Tout le monde peut donner l'information sans aucune barrière. Tout le monde peut recevoir toutes les informations qu'il cherche. Donc, on est obligé de changer. L'espoir qu'il y a, c'est que, alors, comment dire, il va y avoir, comment dire, une guerre de contenu média. Une guerre de contenu média, c'est-à-dire celui qui a un bon contenu, qui a un contenu bien creusé, comme on dit, qui a un contenu bien documenté, il va avoir le dessus sur les autres. Est-ce que ce contenu bien positif va attirer l'audience? Si, ça attire l'audience. Voilà, justement, c'est ça. Il y a des gens qui ont commencé les YouTube télévision sur YouTube, les chaînes de télévision YouTube qui ont dû fermer parce qu'ils ont commencé avec le contenu, comment dire, sensationnel
comment on dit, ce qui ne va pas. de ce qui ne va pas. Mais finalement, les gens on en a marre, ils ont dit non, 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 on ne gagne rien. Et voilà, ils perdent l'audience. Donc, des gens ils vont aimer ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent écouter, ce qu'ils veulent, ce qui les apprend à changer les conditions de vie, ce qui les apprend à, comment dire, de nouvelles technologies, de nouvelles techniques. Je pense qu'il y a de l'espoir. Ah, ça c'est bien. Monsieur Alfred, j'aimerais que vous nous parliez maintenant au niveau de l'Afrique. Vous avez vécu longtemps en Égypte, vous avez vécu dans ces pays arabes. Moi aussi j'y ai été, j'ai vu comment leurs médias sont un peu bien développés. Est-ce qu'au moins eux, ils ont atteint ce niveau de choisir, de montrer le côté positif ou... Je crois qu'au niveau de l'Égypte, eux, ils sont bien avancés. Bon, ils sont aussi, vous savez, quand vous êtes en Égypte, c'est les Arabes. Ouais. Oui. Et le patriotisme des Arabes, tout le monde le sait, ils sont patriotes. Même s'ils ne sont pas d'accord sur certains thèmes, bon, ils se revendiquent beaucoup plus arabes qu'africains. Bah, ils nous disaient, est-ce que vous venez de l'Afrique? Moi, ça me blesse pas. Moi, de mon côté, ça ne me blesse pas parce que c'est l'histoire, ils savent que l'Afrique n'est pas leur continent, ils le savent. Donc, c'est pourquoi ils se revendiquent arabes. Il faut les laisser à ce niveau. Mais la communication... surtout dans la plupart des pays, dans le Moyen-Orient en général, c'est une communication patriotique. Ils défendent leur pays, les images sales, ils essaient de camoufler. Ah ouais. Et même si quelque part ils ne sont pas d'accord, mais ils communiquent avec une certaine façon sage pour transmettre le message à leurs autorités. Et puis, je crois que ils sont quand même en avance par rapport à la communication sur le plan du continent africain. Est-ce que c'est leur gouvernement qui ont injecté de l'argent dedans ou ce sont les investisseurs? Quelque part, le gouvernement accompagne aussi les médias. Ils accompagnent, ils injectent des fonds pour appuyer les médias. Et ça le fait. Ça se fait en Égypte et dans la plupart des pays arabes. Mais ici en Afrique, bon, je crois que les États le font, mais bon, à un pourcentage trop minime. Donc, alors, quel est notre chemin de l'espoir? Nous sommes dans un continent berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est un grand continent, il y a beaucoup de ressources, nous avons tout. Et la communication, bon, le journaliste doit être beaucoup plus responsable dans la communication parce que nous avons un public, nous avons une masse qui évolue et qui est vraiment exigeant dans le domaine de la communication. Comme tout à l'heure, mon collègue disait que la masse va influencer sur le travail des journalistes parce que la masse aussi communique. Donc, nous avons affaire à une masse africaine qui est vigilante et qui surveille les informations. Donc, si il y a des journalistes qui ne travaillent pas bien, bon, ils ne seront pas suivis par ces publics. C'est tout. C'est très simple. Donc, nous n'avons pas de choix que de changer des lignes éditoriales? Non, on ne peut pas changer la ligne, mais le faire bien. Voilà. Faire dans le bon sens et avec un amour. Je pense que les lignes éditoriales sont bien faites. Ils sont, comment dire, ce sont de bonnes lignes éditoriales. Le problème, c'est la pratique. C'est la pratique. Parce que là, si on dit on va informer le public pour changer une façon de vivre. Quand on entre dans la pratique, on commence à montrer ce qui ne va pas seulement. Ce n'est pas ça qui fait changer. Il faut encourager les gens à changer. Bon, je voudrais aussi parler par rapport, surtout au niveau de notre continent. On a eu une masse africaine qui veut consommer de l'information. Ah oui. Et la plupart des journalistes passent leur temps à communiquer sur le côté négatif des choses. Alors que nous sommes là aussi pour pousser nos gouvernements aussi à porter des initiatives de développement vers l'avant. Mais
il y a un petit problème au niveau de la communication. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ces journalistes, qu'est-ce qu'il faut? Quand ils communiquent pour agresser. Ah ouais. Et non pas pour développer. S'il y a, bon, nous avons beaucoup de pays en Afrique qui sont en train de faire des progrès dans le domaine du développement, au lieu de parler de ces pays, pour pouvoir pousser les autres pays à faire comme ces pays qui donnent des exemples. Mais ça sera une bonne chose. Mais ils ne le font pas. Par exemple, nous avons notre Union africaine. Oui. Nous avons le projet de passeport panafricain. Jusqu'à nos jours, nous sommes à 13 pays qui ont ratifié. Ouais. Mais où sont les autres pays? Il ne reste que 2 pour que l'Union africaine puisse donner l'ordre à ces pays qui ont ratifié d'imprimer le passeport. Mais jusqu'à là, sur 55 États, nous n'arrivons pas à faire quelque chose de concret. Vous croyez que c'est manque d'information? De la circulation et visa-free, nous avons aussi les 5 pays. Moi, je les félicite vraiment. Le Rwanda, le Kenya, je crois que les Seychelles et le Bénin et la Gambie. Les 5 pays sur 55 États, nous avons seulement 5 pays qui autorisent les Africains de voyager dans ces pays sans visa. Sans visa. Prendre l'avion et débarquer. Ça, c'est du progrès. Mais est-ce que vous croyez que d'autres pays qui ne font pas ça, c'est la manque d'information ou c'est quoi? Ils sont bien informés. Ce n'est pas une question de manque d'information. C'est une question de responsabilité et une question de patriotisme pour leur pays et pour le continent africain. Ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas se décoloniser. Oui, ils ne veulent pas, veulent pas se décoloniser. Ils sont toujours à la solde de l'extérieur. Parce que c'est ce que moi je peux dire. Parce qu'il est inadmissible que sur 55 États, on n'arrive même pas à atteindre le quota minimum qui est le 15. 15 États minimum pour pouvoir déclencher un processus d'impression de passeport. Pour les Africains. Et ça va aider beaucoup à des Africains qui cherchent à voyager. Oui. Voilà. Tu vois, c'est ça, ce fait de visa, par exemple, c'est vraiment une grande barrière au développement des Africains, des jeunes, surtout des jeunes. Parce que là, si on, par exemple, un jeune Rwandais pour aller en Zambie, il faut lui demander un visa, il préfère aussi traverser la Méditerranée pour mourir en Europe. Je pense que nos dirigeants, surtout en paradis panafricanisme, il faut que nos dirigeants reviennent à l'idée originaire de cette unité africaine. Cette unité africaine, pour qu'ils puissent comprendre que l'Africain doit se sentir à l'aise en Afrique, doit entrer partout où il veut en Afrique. C'est ça, le free movement, ça devra aussi encourager le développement économique des pays, ou surtout de nos populations africaines. En tout cas, merci beaucoup. Pour récapituler, si j'ai bien compris, il y a 4 points que j'ai tirés, que j'aimerais partager. Nous avons parlé des médias patriotiques. Donc, oui, les médias patriotiques. Qui se focalisent sur les exemples positifs. Aussi un message pour les États qui devraient aussi injecter de l'argent dans la communication, accompagner les médias. Surtout les médias qui communiquent bien. C'est une obligation. Aussi les médias qui soient responsables pour pouvoir aussi responsabiliser les gouvernements. Donc, c'est ça que je peux retenir pour l'image de l'Afrique dans les médias. J'espère que vous aussi, vous avez retenu quelques points, que vous pouvez aussi nous les écrire dans les commentaires, dans la place des commentaires sur YouTube pour qu'on puisse toujours échanger. Aussi, si vous pouvez nous proposer les thèmes que vous aimeriez qu'on puisse
couvrir pour vous. Ce serait vraiment avec joie qu'on traitera ces thèmes. C'est sur ce point que j'aimerais qu'on clôture cette émission de ce soir. Merci beaucoup, Albert, d'avoir répondu. Merci aussi, Monsieur Alfred. Nous sommes toujours ensemble. Merci, chers téléspectateurs et chers téléspectatrices. À la prochaine. L'émission Leadership d'Impact, c'est chaque mardi de 19h15 à 20h.